Le temps du système universel est venu, celui des régimes spéciaux s'achève. Le Premier ministre, Édouard Philippe, l'a annoncé, il veut en finir avec les 42 régimes différents de retraite. Un objectif qui ne plaît pas à tout le monde. Cheminots, enseignants, fonctionnaires, avocats ou encore magistrats en grève, tous contre la réforme des retraites. Et surtout, un objectif qui n'est pas nouveau du tout. Alain Juppé avait eu la même idée en 1995. Il faut remettre tout ça à plat. Et ça avait été un échec. Et 40 ans plus tôt, en 1953, Joseph Laniel, le président du Conseil, avait lui aussi tenté d'harmoniser le système des retraites. Résultat, une grève record et un gouvernement là aussi obligé de faire machine arrière. Bref, pour comprendre l'importance des régimes spéciaux en France, il faut remonter aux origines du système de retraite français. Nous sommes au début du XXe siècle. L'industrialisation transforme la société qui devient plus urbaine, moins paysanne et plus ouvrière. Alors qu'auparavant elles étaient prises en charge par leur famille, les personnes âgées sont de plus en plus isolées, au point que l'État va commencer à chercher des solutions. En 1910, le gouvernement d'Aristide Briand promulgue une loi sur les retraites ouvrières et paysannes. L'idée, c'est que pour la première fois, l'État garantit une retraite aux salariés les plus pauvres. Cette loi a été combattue par la majorité de la société française, l'Église, les catholiques, le patronat, les milieux économistes, la paysannerie, les syndicalistes et les mutualistes. Ça fait quand même beaucoup de monde. Cette loi de 1910 est critiquée sur plusieurs points. Déjà, les pensions sont très faibles et pour les toucher, il faut atteindre 65 ans. Un âge bien au-dessus de l'espérance de vie de l'époque. Et il y a aussi un autre point de désaccord plus global. La société française n'était pas prête à l'époque à ce que l'État intervienne dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'économique et le social. On n'avait aucune confiance en l'État. Ouais, l'État va toucher ces sommes, ça va lui servir à faire de la répression, à organiser des guerres, à développer l'économie, etc. Mais il va nous confisquer cet argent. C'était les craintes de l'époque. Et il faut bien comprendre l'état d'esprit de cette époque. La loi est finalement promulguée, mais peu appliquée. Seulement 2 millions de personnes touchent une retraite grâce à elle. Le reste des actifs, soit 18 millions de personnes, doivent se débrouiller autrement. Beaucoup de salariés profitent déjà de régimes spéciaux de retraite, mis en place par leur corporation ou leur entreprise, et donc pas directement par l'État. C'est notamment le cas pour des métiers pénibles, comme les mineurs dès 1894 ou les cheminots en 1909, mais aussi pour les fonctionnaires d'État qui ne représentent alors qu'1 à 5% des actifs. À l'époque, donc, l'État français ne s'occupe quasiment pas des retraites. Mais ce qui va tout changer, ce sont les 2 guerres mondiales. En 1919, la France est sinistrée et la guerre a fait 1,5 million de morts. Entre les gueules cassées, les veuves et les orphelins, l'augmentation du nombre de personnes fragiles dans la population change les mentalités. On attend désormais de l'État qu'il les prenne en charge. Et puis en 1919, avec le traité de Versailles, la France récupère l'Alsace-Moselle, une région où l'Allemagne avait déjà instauré son système général de retraite. Ce qui force l'État français à prendre des mesures. On garde pour les 3 départements le régime d'assurance sociale allemande. Et deuxièmement, on réfléchit à une adaptation de ce système pour toute la France. Mais cette adaptation a pris du temps, beaucoup de temps. C'est en 1930 qu'une nouvelle étape est franchie. C'est la création d'un régime de retraite obligatoire pour tous les salariés les plus modestes, c'est-à-dire ceux qui touchent moins de 15 000 francs par an, soit environ 38% de la population. Puis vient la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1945, la société française a changé et elle considère que c'est bien à l'État de prendre en charge les malades et les retraités.
c'est le début de l'État-providence. Mais dans le même temps, l'État français n'a plus d'argent. Et malgré la volonté de créer un système de retraite universel, l'État n'a pas les moyens d'aligner son système général sur les avantages des régimes spéciaux. Et puis à l'époque, la CGT est très puissante. Elle compte 4 millions d'adhérents. Puissante et particulièrement présente dans certaines professions qui ont déjà des régimes spécifiques de retraite, comme les électriciens gaziers ou les cheminots par exemple. Alors, quand l'État nationalise entre autres les secteurs des mines et des trains, il s'engage à financer ces régimes spéciaux qui sont plus coûteux que le régime universel. Bref, finalement, pour toutes ces raisons, il est décidé de créer en 1945 un régime général de retraite, mais aussi de laisser exister les régimes spéciaux plus avantageux. Un système qui perdure toujours depuis.